On va d'abord commencer avec les questions du jour. Alors on aurait pu parler effectivement du terrorisme. Vous retrouvez d'ailleurs sur le site les extraits du discours de Gérald Darmanin devant la DGSI qui fait le point sur l'état de la menace. On pourrait reparler également de la récidive. On reparlera de ces questions-là cette semaine. Mais la question également qui se pose en ce moment, c'est sur cette généralisation du masque sur les lieux de travail. C'est la question d'ailleurs qu'on pose sur le site du Figaro. Est-ce que vous l'approuvez ? Vous êtes pour l'instant une large majorité à l'approuver. Si vous n'avez pas encore répondu à la question, avant de répondre, je vous propose plusieurs éléments. D'abord, cette opinion que l'on a glanée la semaine dernière dans la rue quand on a annoncé la généralisation du masque, cette fois-ci à Paris. Moi, je suis pour le port du masque, je suis pour l'anti-contagion, tout ce qu'on veut. Mais dans les endroits clos, je trouve que dans certains endroits extérieurs, c'est vraiment inutile. On rajoute de la peur aux gens, c'est du n'importe quoi. Alors on rajoute de la peur aux gens, c'est l'opinion de cette dame. Est-ce que c'est le vôtre ? Vous allez nous le dire. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que la peur est le sentiment qui domine quand on évoque la question de la Covid, puisque là, vous êtes une large majorité, si j'en crois le sondage Odoxa pour Figaro et France Info, une large majorité a exprimé de la peur à l'égard de la situation sanitaire globale du pays. Ce qui est intéressant également, c'est que cette peur suit la courbe des âges. Plus on est jeune, moins on a peur. Plus on avance en âge, je n'ose pas dire qu'on est âgé, puisque c'est la dernière catégorie, c'est 65 ans et plus. Est-ce qu'on est âgé à 65 ans ? C'est un autre débat. En tous les cas, c'est là que culmine justement ce sentiment de peur. Alors, même s'il a plus de 60 ans, un homme ne partage pas cette peur, c'est Bernard-Henri Lévy. Il vient de faire paraître un livre, Ce virus qui rend fou. Et d'ailleurs, en le lisant, on pourrait lire un autre livre, c'est celui qu'a publié Philippe de Villiers cet été. Pour le philosophe, la peur est plus dangereuse que la maladie. Il y a, dit-il, vous le voyez, notamment dans cette citation, plus de cas, mais moins de morts. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis ? C'est l'avis que j'ai envie de vous poser, Nicolas. Quand, au début de votre chronique, aujourd'hui, vous dites il y a un regain de la Covid-19, et quand on vous lit, on a le sentiment que c'est une vraie menace. Oui, non, mais bien sûr, il y a un regain de cette épidémie et c'est une menace pour la population, c'est aussi une menace évidemment pour l'économie. Mais vous savez, c'est une menace pour la population et pour l'économie, mais est-ce que c'est la Covid qui menace l'économie ou bien les mesures que l'on prend pour juguler pour stopper la propagation du Covid? On va y venir, c'est-à-dire que la peur est encore plus contagieuse que la Covid-19. C'est Roosevelt, dans le discours du New Deal, qui avait dit que la seule chose dont on devait vraiment avoir peur, c'était la peur elle-même. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la position de Bernard-Henri Lévy manque sa cible. C'est que qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir peur ? D'abord, il est normal de lutter contre cette épidémie et de la prendre extrêmement au sérieux. Mais pour lutter contre elle, il ne faut pas succomber à la panique, il faut avoir une stratégie cohérente. La stratégie cohérente, elle est parfaitement connue, elle a été testée par les pays qui ont réussi à avoir des résultats et à la mettre sous contrôle, c'est-à-dire la Corée du Sud, Taïwan, l'Allemagne ou la Nouvelle-Zélande. C'est extrêmement simple, il faut tester, tracer, isoler et soigner. Or, la France ne fait aucun des quatre. Donc c'est ça le problème. Les tests, on n'a qu'à voir. À Paris, ça continue à être extrêmement compliqué. On a des pieds d'attente. L'application Stop Covid, c'est un fiasco et un vrai scandale. Ça ne marche absolument pas. Personne n'est dessus. Et on a eu l'idée française complètement biscornue de vouloir faire une application sans les fabricants de portables. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Il suffisait d'aller prendre ce qui marche à l'étranger. Isoler, on n'isole pas, puisque contrairement à beaucoup de pays, si vous êtes testé positif, vous n'avez pas l'obligation d'être dans un endroit où on peut contrôler que vous êtes effectivement. Et enfin, sur les soins,
il y a eu une montée en puissance de l'appareil hospitalier, mais aujourd'hui, on reste à peu près à 12 000 lits de réanimation équipés. Il y en a 40 000 en Allemagne. Il y a 67 millions de Français. Donc on est trop en retard. Et il y a 80. Donc, si vous voulez, c'est bien ça le problème, c'est que là où Henri Lévy se trompe, c'est en disant que l'épidémie n'est pas un problème et que le masque. Il est d'ailleurs assez méprisant vis-à-vis des sociétés asiatiques, et je pense qu'il se trompe aussi lourdement là-dessus. Les démocraties asiatiques ont vraiment montré une excellente manière. Et en revanche, il a raison, c'est que l'idéologie de la peur, c'est une arme fatale. D'abord, ça ne permet pas de lutter contre l'épidémie, mais en revanche, ça tue l'économie et ça tue la démocratie. Alors, on va y revenir. Peut-être sur ce que disait Nicolas sur la tribune de Bernard-Henri Lévy. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez pensé à la lecture de cette tribune. Et ensuite, justement, sur cette idée, est-ce qu'on a aujourd'hui trop peur? Est-ce que vous comprenez, en tout cas, est-ce que vous partagez cette angoisse qui est largement exprimée dans ce sondage? Je vais vous donner un scoop, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Nicolas Bavrez, mais Bernard-Henri Lévy, dans la tribune, parle du masque. Et effectivement, le masque cache peut-être toutes nos défaillances sur les autres points. Si on tombe dans une espèce d'absurdité où il faut porter le masque même en plein air, c'est bien parce qu'on n'est pas prêt sur les autres points qui sont stratégiques. Donc moi, je suis effectivement pour une politique efficace, à un nombre de lits conséquent, un nombre de respirateurs conséquent. Traçage, on peut en discuter, mais à un moment donné, on parlait des fameuses brigades, qui étaient à mon avis un nom totalement inapproprié, mais elles ont disparu dans la nature, ces brigades, et ensuite, effectivement, pour tester et isoler, on voit qu'on a du retard sur ce point. Après, sur le masque, effectivement, on a le sentiment que le gouvernement est en défaillance sur les autres points, il veut faire peur aux citoyens pour que le virus ne se diffuse pas, mais je crois que c'est pas une politique offensive, et c'est une politique qui va avoir des conséquences, effectivement, économiques et sociales, peut-être plus terrifiantes, que le virus lui-même. Vous parliez justement de cette stratégie qui est la stratégie de tester, de tracer et d'isoler. Ce matin, et de soigner. Mais justement, tester, tracer, isoler. Ce matin, vous dénoncez le recul de la démocratie pendant l'été, derrière justement l'épidémie de Covid. Mais est-ce que les mesures sanitaires, même qui sont prises dans les pays où ça marche, ne font pas reculer la démocratie avec les tests, les traçages avec quand même les brigades Covid, le confinement, la restriction de sortie qu'on a vue notamment encore cet été dans les EHPAD? Non, mais si on regarde, par exemple, on a des idées extrêmement fausses sur, par exemple, les applications numériques qui ont été mises en place en Corée du Sud ou à Taïwan. C'est strictement encadré, ça n'est pas le gouvernement. On ne peut tracer que les 15 jours passés, donc la période utile. Ensuite, ne peuvent avoir accès aux données que ceux qui en ont vraiment besoin pour lutter contre l'épidémie, et tout ça est détruit après. Donc, on a des idées qui sont extrêmement fausses. Et par ailleurs, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des arbitrages à faire, mais je rappelle quand même que ce qu'il y a de plus attentatoire aux libertés publiques, ça reste le confinement. Et ce qu'on a vu, alors en France, on l'a appliqué avec une brutalité particulière, mais en France, du point de vue des libertés publiques, ça a quand même été un véritable crack, y compris par le fait qu'on n'a pas eu de justice. La justice s'est arrêtée pendant 3 mois, ce qui est quand même quelque chose d'ahurissant. Donc, évidemment, on se porte tous mieux sans épidémie et sans les contraintes qui vont avec, mais ensuite, il y a des arbitrages à faire entre des solutions qui sont plus ou moins négatives. Et en tout cas, ce qu'ont montré notamment les démocraties asiatiques, parce qu'effectivement, Singapour, Hong Kong, c'est autre chose, mais Corée du Sud et Taïwan ont montré qu'on pouvait être efficace sur le plan sanitaire et sur le plan économique, avec des atteintes limitées aux libertés publiques et avec un état de droit qui continue à fonctionner. Je vous rappelle qu'en Corée du Sud, il y a eu des élections législatives le 15 avril, des élections générales qui se sont parfaitement bien déroulées et qui ont été organisées alors que c'est un des rares pays où ça a eu lieu. Donc ça montre que c'est possible. Et il ne faut pas avoir l'idée
De même qu'il est absurde d'expliquer que la 5G est anti-écologique, croire que parce qu'on a une application numérique, elle est attentatoire aux libertés, non, c'est pas vrai. Ça dépend de la manière dont on la met en œuvre. Maintenant, une épidémie, c'est vrai que ce qu'on a redécouvert, c'est que bien sûr, l'épidémie, par les contraintes qu'elle impose à la population, parce qu'on a des contraintes effectivement en termes de et bien sûr que l'épidémie bouscule la démocratie beaucoup plus qu'un régime total capitaliste comme le régime chinois. Oui, non, mais ce que là où vous n'avez pas vraiment répondu, c'est qu'on voit bien que les démocraties libérales ont été mises face à leurs contradictions et qu'elles ont été aussi liberticides que les régimes dits populistes. Alors, je ne mets pas la Chine là-dedans, qui est pour moi un régime totalitaire, ni même la Russie, qui est un régime autoritaire, mais c'est difficile ensuite de donner des leçons à Viktor Orban et Donald Trump. Et il y a un des aspects de la tribune de Bernard-Henri Lévy qui était intéressante, c'est qu'il s'interroge quand même sur le monde d'après. Est-ce qu'on va vers une démocratie gouvernée par une technocratie de plus en plus tatillonne, qui multiplierait des règles? Moi, j'ai l'impression que le masque, on nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Le masque en toutes circonstances, comme ça, avec les règles qui sont rabâchées matin et midi et soir, ça donne aussi l'idée d'une forme de contrôle social que moi, je trouve inquiétante. Ajouter à cela le triomphe de l'économie numérique, des GAFA, etc. Je pense que le monde d'après, y compris dans les démocraties libérales, est inquiétant. Réponse du Tocquevillien à Nicolas Bavrez sur l'échec des démocraties libérales. Non, mais ça, c'est une idée générale qui est une idée fausse. Parce que quand on regarde quelles sont, pour les démocraties, d'abord, dans celles qui ont les résultats les plus mauvais, il y a celles qui sont dirigées par des populistes. Donald Trump aux États-Unis, c'est un désastre sanitaire et un désastre économique. Bolsonaro au Brésil, Johnson au Royaume-Uni, ce sont 3 catastrophes sanitaires, 3 catastrophes économiques. Le Royaume-Uni, c'est le pays développé qui a le plus fort recul du PIB au 2e trimestre. Alors, et à l'inverse, on trouve dans les pays qui ont les mieux réagi, il se trouve qu'on trouve des démocraties. L'Allemagne est une vraie démocratie, l'état de droit a été préservé. La Nouvelle-Zélande est une vraie démocratie. Et on l'oublie toujours, c'est ce que je rappelais, Corée du Sud et Taïwan, ce sont des vraies démocraties. Les pays d'Europe du Nord se sont aussi plutôt bien sortis d'affaires, d'ailleurs avec des stratégies très différentes, y compris la Suède, qui est discutée, mais qui pour l'instant... il faut toujours être prudent, mais en réalité, la stratégie de non-confinement de la Suède ne donne pas de si mauvais résultats. Donc, c'est pour ça que de dire que c'est la démocratie libérale qui a failli, je pense que c'est faux, parce que certaines démocraties ont beaucoup souffert, la France en fait malheureusement partie, mais d'autres ont été bien supérieures à la plupart des autres pays. Donc, en fait... La vérité, c'est que les épidémies, c'est comme les grandes crises économiques, c'est-à-dire que c'est un espèce de tamis et que ça fait un tri impitoyable entre les pays qui ont des institutions fortes, des économies qui fonctionnent bien et des dirigeants qui sont imaginatifs, responsables, et puis des États qui sont à la fois efficaces et agiles, et puis les autres. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que dans les gagnants, on trouvera des démocraties, on trouvera aussi des régimes autoritaires. Dans les perdants, on aura aussi mais la hiérarchie des pays va être considérablement modifiée. Et Kissinger a raison de dire que l'ordre et l'équilibre du monde sera modifié par cette... On est d'accord sur le constat qu'il y a eu des autoritaires qui ont bien réagi, des démocraties qui ont bien réagi et vice-versa. Moi, je crois que l'ordre du monde va être bouleversé, mais aussi parce qu'on a vu les limites de la mondialisation. Et quand vous avez dit... On va y revenir justement sur les limites de la mondialisation. Pardon, je ne veux pas vous couper. Je veux juste sur deux choses. D'abord, je salue nos internautes qui nous rejoignent, notamment Bernard et Fred. Bernard qui nous dit « Arrêtons de craindre cette épidémie, pourquoi ne pas laisser faire la sélection naturelle ?» Et un écroulement de la démocratie et de l'économie serait beaucoup plus grave. Alors, ça paraît choquant peut-être sur ce que peut dire Bernard, notamment sur cette idée de sélection naturelle. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose, en tous les cas, un curseur qui a été... non, mais là où il a tort, si vous voulez, c'est que vous avez le cas du Brésil. Les gens ont soi-disant opté pour la défense de l'économie sans rien faire sur le sanitaire. Et du coup, vous avez
avait la double catastrophe. Donc, c'est pas vrai. Si on ne lutte, Suède aussi. on ne peut pas. Non, mais les Suédois, il y avait une stratégie de lutte contre l'épidémie. Simplement, elle ne passait pas par le confinement. Mais il y a Donc, si vous voulez dire qu'on laisse simplement faire l'épidémie pour protéger l'économie, c'est faux. D'ailleurs, ça révèle la vraie nature de Bolsonaro. Moi, je l'indiquais dans mon livre, je ne le classe pas parmi les populistes. D'ailleurs, je pense que le populisme est un phénomène qui concerne les démocraties occidentales. Le Brésil, pays d'Amérique latine, est encore une situation différente, mais Bolsonaro est un libéral autoritaire bien plus qu'un populiste qui pratique la politique du laisser-faire. Il y a des ministres qui viennent de l'école de Chicago, et effectivement, on voit le résultat quand on place l'économie avant tout. Et là, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il faut trouver le bon curseur entre les deux. C'est de l'hystérie totale. On se croirait dans un film de science-fiction. C'est ce que vous nous dites, Fred, sur Twitter. Chez lui, Olympe, qui nous rejoint également. Bienvenue, de retour donc, sur les forums du Figaro. On attend vos questions, on attend vos réactions. Une toute dernière réaction donc, sur cette généralisation du masque sur les lieux de travail. Votre point de vue, Nicolas? Non, mais je rejoins ce qui a été dit. C'est le penalty de compensation. C'est-à-dire que parce que le président de la République et son gouvernement de l'époque sont passés complètement à côté de l'affaire du masque parce qu'on n'en avait pas, on a expliqué que ça ne servait à rien, ce qui était évidemment faux et absurde. Donc on court après ça depuis le début. On ne fait pas la même chose avec les tests d'ailleurs? Et donc, non, parce que le test, ça, on sait que c'est indispensable et qu'aujourd'hui, en région parisienne notamment, on a une capacité de test qui est insuffisante. Mais c'est vrai que la généralisation... Il n'y a pas de risque avec sur les traçages qui peuvent être issus des tests aujourd'hui? Pour l'instant, on ne peut pas faire de traçage, puisque les soi-disant, les brigades, les brigades du Pangolin, on pourrait appeler ça les brigades du Pangolin. On a les brigades du Tigre avec Clémenceau maintenant. On a les brigades du Pangolin. Sauf qu'on n'a plus de Clémenceau. Oui, Macron n'est pas Clémenceau. On a Monsieur Véran et avec ses brigades du Pangolin, c'est risible. Bon, oui, ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur. Macron n'est pas Clémenceau dans les tranchées, ouais. Approuvez-vous, moi c'était quand même je vous pose la question, c'est la question qu'on pose sur le site du Figaro. Approuvez-vous la généralisation du masque sur les lieux de travail? Question donc à laquelle vous pouvez répondre. Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à répondre oui. Et sur Twitter, on vous pose une autre question. Estimez-vous que l'on cède à la panique dans la lutte contre la Covid-19? Et là aussi, vous répondez oui à 57%. À chaque fois, ce sont les questions, ce ne sont pas des sondages.